Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 133e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui revient sur l'événement MMA du week-end UFC 280 au Madison Square Garden et le Brésilien Alex Pereira qui a fait chuter le roi Israël Adesanya de son trône des moyens. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Alex. On est que deux cette semaine, mais on est bien à deux. Ouais, on est bien, en plus il y a des trucs à dire. Exactement, on va débriefer tout ça de cette carte du week-end UFC 281. Au jeu les clichés, c'était donc jamais 203. 5 ans et demi après leur seconde danse en kickboxing, Israël Adesanya retrouvait Alex Pereira, mais cette fois en MMA dans le main event de l'UFC 281 ce week-end au Madison Square Garden de New York. Et comme lors de ce deuxième combat en kick, le Brésilien a fini par éteindre son rival dans le dernier round d'un combat où il était pourtant dominé pour monter sur le trône des moyens de l'UFC. Le RMC Fighter Club débriefe ce tremblement de terre sur la planète MMA, point d'exclamation d'un événement qui a tenu toutes ses promesses. Combat pour la ceinture middleweight de l'UFC. Vous l'avez vu, une lutte offensive du côté de Adesanya. Oh, et là il a sonné. Il a mis KO quasiment sur le coup de tongue. Oh, encore une qui est rentrée. Il y en a une qui est rentrée encore là pour Adesanya. Troisième reprise à mettre au crédit du champion. On a un champion qui est sur 5 défenses de titre, donc qui a l'habitude de faire des combats en 5 rounds contre un challenger qui n'a jamais fait de 3 rounds. Alors là, il y a un problème quand même du côté de Pereira, parce qu'il doit officiellement terminer le combat s'il veut gagner. Si mes comptes sont bons, il n'a pas gagné un round pour le moment. Oh, ça passe là, attention. Oh, le Charlie qui passe, un uppercut qui passe. Là, il est touché. Adesanya. Il commence à avoir une séquence. Encore une. Il est en train de tomber. Il est en position. Et l'accélération Pereira. Oh, c'est terminé. Il a stoppé. Il a stoppé dans le dernier round. Il était fini, il n'était plus jusqu'à la fin. Waouh. Oh my God. Merci à Max Abolin pour cette prod avec un beau parallèle, la balade des gens heureux avec le début de combat d'Israël Adesanya jusqu'au quatrième round et puis la chute par le chaos d'Alex Pereira, la foudre dans les poings d'Alex Pereira qui devient le nouveau champion des moyens de l'UFC. Joe, on avait bien présenté ce combat la semaine dernière avec Baba du podcast Au bord du ring à qui on passe le bonjour bien sûr. On se disait qu'on attendait quand même un pur combat de kick, au final un combat de kick dans une cage. Adesanya, il nous a montré un peu autre chose quand même. Il nous a montré qu'il était un combattant de MMA ce jour-là. Pereira aussi. Et Pereira aussi, je suis d'accord. Ouais, il amène Izzy assez facilement au sol. Globalement, déjà, avant de rentrer dans le détail, comment t'as trouvé ce combat ? Moi, je m'attendais à un truc plus chiant que ce qu'on a vu en fait. Enfin, un peu plus, tu vois, spécialiste de kick. Ouais. Je me suis bien éclaté devant ce combat. On avait dit une décision en 5 rounds un peu pénible pour Adesanya. Tout à fait. Bon, non, c'était tout le contraire. Il y a eu une intensité qui était assez folle. Dès l'annonce des combattants par Bruce Buffer, tu sentais que les deux étaient vraiment très concentrés et avaient envie de se décapsuler la tête. Même chez Izzy, l'entrée très sobre par rapport à d'habitude. Pas de déguisement, rien. Tu sentais qu'il était là en mode guerre. Il était plus déguisé en conf, t'as vu, où il est arrivé avec la fourrure. Sa fourrure là. Mais après, moi j'ai été surpris surtout par le premier round d'Adesanya où certes ça reste un Adesanya qui est patient, qui prend pas de risques inconsidérés, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus agressif et méchant dans ses contres. On le voit notamment à la fin du premier round où il est à 5 secondes près. Il a 5 secondes près de terminer le combat. S'il y a 5 secondes de plus dans le round, Pereira et Mikao... Comme quoi, à quoi ça se joue aussi le MMA, voilà. Parce que tu vois... Et comme dans le premier combat où Pereira est compté debout, et au final, ça se termine mal pour Adesanya. Donc c'est un combat qui était extrêmement divertissant. Il y a eu des phases de grappling qui étaient pas de très grande qualité, mais qui étaient assez amusantes à voir entre deux mecs qu'on attendait vraiment rester debout. Adesanya, je pense qu'il peut se mordre les doigts parce qu'il s'est quand même pas mal entraîné chez Galvao, etc. À un moment, il est à deux doigts de prendre le dos de Pereira. Il place mal ses crochets, il place mal sa ceinture de sécurité. C'est un petit peu dommage. On a senti que globalement sur le combat, Adesanya est le meilleur combattant. Oui, complètement. Technique, etc. Mais que l'autre, il a un truc dans les mains. Pereira, il a un truc dans les mains qui égalise tout au final. Il a la foudre, en plus, on l'a vu, et physiquement, il est quand même, on l'avait dit déjà, mais il reprend quasiment 15 kilos après les pesées. Il est très impressionnant physiquement. Adesanya aussi était gros. Il était gros aussi. Il est arrivé, il est pesé à 185 pounds. Ouais. Ce qui est très très rare quand il combat en middle. Il est plutôt en général, 182, 180, exactement. Il arrive toujours un petit peu en dessous de la pesée. Là, je pense qu'il avait fait un travail physique assez impressionnant. Et là, Poatan, il montrait, il était à 211, je crois, le lendemain après-midi. Il est à 211 pounds. Enfin, c'est un monstre quand même dans la cage. Adesanya en a rigolé en conf. Il dit c'est le même scénario. Il disait c'est le même scénario que le deuxième combat de kick. Je cause, je suis assez tranquille jusqu'à la fin. Et puis dans le dernier round, je me prends cette foudre. Alors on va revenir plutôt dans les détails, mais moi déjà, il y a une première chose on va pas faire round par round, mais qui m'a, on va dire, étonné à la fin. On est d'accord, les trois juges ont
3 rounds à 1 pour Adesanya avant le dernier round. On est d'accord? C'est le pointage que tu avais aussi, moi c'est ce que j'avais. J'avais 3 rounds à 1, voire 4 rounds à 0. Voilà, moi je donne le deuxième à Poatan comme les juges, mais sinon on est sur du 3-1 à Adesanya. Il y a une erreur quand même parce que il est pas assez humble, il va trop chercher la bagarre dans ce dernier round alors qu'il a pas besoin de le faire, il peut s'écarter, il se fait cadrer contre la cage. Depuis le deuxième round, il y a ce problème-là. Depuis le deuxième round où il prend un gros jab contre la cage, tu sens qu'il y a un gros problème quand il se fait cadrer contre la cage par Poatan parce qu'on l'a dit, la puissance du Brésilien, ça peut te faire mal dans cette situation-là. Il fait une erreur, Adesanya, dans ce dernier round. Il est pas assez, tu vois, il va trop chercher la bagarre alors qu'il peut oui et non. s'écarter, tourner un peu, aller faire un truc un peu chiant, mais t'as gagné, mec. Toutes les critiques qu'on a fait sur le style d'Adesanya en disant qu'il était trop conservateur, etc. C'est ouf, il fait l'inverse. Au final, il fait l'inverse, donc on peut pas forcément lui en vouloir. On peut pas lui réclamer de prendre plus de risques et de le blâmer après parce qu'il a pris des risques et que ça s'est mal terminé. Exactement. Et surtout, je pense que c'est pas forcément un choix de combat. Pour moi, c'est Pereira qui joue très bien le coup en annihilant la jambe d'Adesanya avec des low kicks. Israël en parle en combat. Israël en parle, il lui dit qu'à un moment, que Pereira a mis de l'argent en banque pendant tout le combat en attaquant sa jambe, qu'à la fin, il pouvait plus se déplacer. Et je pense qu'il est bloqué contre la cage parce que Pereira a tellement martyrisé sa jambe qu'il a annihilé les mouvements d'Adesanya. Ce qu'Adesanya avait très bien fait à des mecs comme Paulo Costa ou Yoel Romero ou même Robert Whittaker, en martyrisant les langues pour compromettre les déplacements, et Pereira l'a fait à Adesanya. J'ai été surpris, Baba avait souligné que Pereira avait du mal à checker les low kicks. Ouais. Pereira il avait raison, jusqu'à présent Pereira a fait un très gros boulot là-dessus. Je trouve qu'il a très bien préservé ses jambes malgré les attaques fréquentes d'Adesanya. Et puis au final, tu vois qu'au dernier round, certes, Pereira est très en retard. Pereira est moins frais parce qu'il est à 2 doigts d'être mis en plus, ça se voit que sur le cardio, il est à la rue, entre guillemets. Le cardio est à la rue. Tu sens qu'au sol, si ça retourne au sol, ça peut être très compliqué pour lui. Mais là, cette intelligence de continuer à attaquer les jambes, de compromettre les déplacements et d'arriver à ses fins, coller contre la cage et de le terminer parce qu'il a une puissance, encore une fois, rapport poids-puissance, je pense que c'est même devant Francis Ngannou. Oui, je vois ce que tu veux dire, totalement. Enfin, c'est une foudre absolue. Par contre, donc, on s'était dit aussi dans ce preview, on s'était interrogé sur à quel point jouerait le psychologique. Est-ce que la volonté d'Adesanya d'aller le chercher, d'aller prendre sa revanche, dans le dernier round, ça joue pas pour toi? Non, ça n'a pas joué. Parce que comme tu dis, on le reprochait d'être assez conservateur, on va pas lui reprocher de pas l'avoir été, mais est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de se dire, je suis devant, mais je vais quand même encore essayer d'aller le finir parce que je veux le finir. Je vais te dire pourquoi. Et tu vois, j'assure pas ma victoire, entre guillemets, parce que psychologiquement, je veux finir Alex Pereira. Je suis pas d'accord avec ça parce que si l'aspect psychologique avait joué, jamais Adesanya a essayé le takedown. Jamais Adesanya amène Pereira au sol. Ok, il joue que en kick. Il reste debout, il joue que en kick et dit je vais prendre ma revanche en kick. Si vraiment il y avait eu de l'ego mal placé. Là, il lui a presque donné une leçon de je suis un vrai combattant de MMA et je te montre que t'en es pas un encore. Il y a ça aussi, mais je vais te dire pourquoi non. C'est parce qu'au moment où Adesanya se retrouve bloqué contre la cage, tu regardes la séquence juste avant, Pereira envoie un low kick et tu sens déjà que la jambe d'Adesanya est pas bien. Il fait le pas de recul, sa jambe le lâche. Il est obligé d'être bloqué contre la cage au final. L'action démarre pas contre la cage. Parce il tombe à terre, il revient, il est contre la cage, il est obligé, déjà bloqué. C'est Pereira qui attaque la jambe d'Adesanya un petit peu au milieu de la cage et qui fait que Adesanya se retrouve coincé. C'est pas, tu vois, c'est pas un péché d'orgueil en disant on va rester dans la poche et puis on va s'en mettre plein la tronche. Je pense que Adesanya, quand il commence le 5e round, il le joue quand même assez intelligemment. Il essaye de rester à distance, etc. Mais tu vois que ses déplacements sont pas de la même fluidité qu'habituellement. Donc je pense encore une fois, et Adesanya l'a dit en conférence de presse, et j'ai trouvé ça. On en parlera après de la manière dont il a géré la défaite, mais j'ai trouvé qu'il a très bien géré. Ça fait partie de mes thèmes. Poatan a mis de l'argent en banque pendant tout le combat. Il m'a martyrisé la jambe. À la fin, j'arrivais plus à me déplacer. Bravo à lui. Il sourit beaucoup dans la cage dès la fin du combat. Il arrive en conf, comme tu dis, avec sa fourrure. Il garde le sourire. Il dit bravo à toi. Enfin, il la prend très bien, la défaite, je trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de psychologie inversée, Joe? Puisqu'on est rentré dans ce thème, autant le faire maintenant. Vas-y. Est-ce qu'il n'est pas complètement rentré dans sa tête, Poatan? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu fake, ce côté je te prends bien la victoire? Moi, j'ai l'impression que là, pour lui, c'est un cauchemar absolu quand même. Il domine. Techniquement, on peut dire qu'il a dominé 3 combats contre Pereira, mais il a 3 défaites. Tout ce qui restera dans le bilan, c'est 3 défaites quand même. Il y a 2 possibilités. La première, c'est soit il fait comme tous les combattants et il s'accroche, et il aurait raison, il s'accroche au fait qu'à la fin du premier round, il lui manque 5 secondes pour terminer le combat. Il peut s'accrocher au fait qu'il domine 99% du combat. C'est vrai aussi. Il peut s'accrocher au fait que sur l'ensemble des 3 combats, il domine 98%.
Mais il perd les 3 fois. Mais qui perd les 3 fois. Après, je pense qu'il y a deux Mais ça postures. joue, tu sais. Enfin, c'est un moment, ça oui, joue. oui. Même, on va parler d'une possible revanche, mais forcément, dans sa tête, maintenant, c'est chaud contre Après, Pereira. je pense qu'il y a deux possibilités. Soit il a pris. Parce qu'Adesanya, c'est un mec qui connaît l'histoire du MMA, Ouais. qui connaît l'histoire du sport, qui analyse tout. Et il a très bien compris que tu avais deux possibilités quand tu prends une défaite, alors que tu étais un peu invaincu, même s'il avait perdu en light heavyweight. Soit tu te fais une ronde arrosée, c'est-à-dire que tu le prends super mal et tu passes pour un idiot, Ouais. et les gens commencent à te détester. Soit tu fais comme Conor après le premier combat contre Nate, c'est-à-dire que tu le prends avec beaucoup d'humilité, en analysant le combat, simplement, en retournant au en charbon. retournant au charbon. Et ça, les gens adorent parce que si après, je pense qu'il y aura une revanche, mais si après, lors de la revanche, tu gagnes, t'as une histoire incroyable qui s'écrit. Conor, quand il bat Nate Diaz la seconde fois, l'histoire elle est incroyable parce que regardez, il a pris la défaite Totalement. avec humilité, etc. Alors que tout le monde disait qu'il était trop sûr de lui. Il est retourné travailler et voilà ce que ça donne. Donc je pense que c'est un mec qui connaît l'histoire de ce sport, qui connaît l'histoire des combattants, qui est très bien managé aussi. Il est managé par Paradigm, qui est la boîte de management de McGregor. Je pense qu'il y a ça qui a joué. Et puis je pense simplement que c'est sa personnalité, que c'est un mec qui, malgré tout le flash autour de lui, c'est quelqu'un qui aime profondément les sports de combat. Ouais, ça c'est et sûr. qui, là, au fond de lui, il se dit, bah, il a bien joué Pereira sur le coup. Et à l'inverse de ce que je dis, l'histoire est belle aussi. Si finalement il va le chercher dans un 4e, dans une revanche, et qu'il prouve définitivement qu'il est le meilleur s'il va combattant le chercher en reprenant son trône. S'il va le chercher dans une revanche, il faut faire la trilogie en MMA après. Bien C'est ça le sûr, truc. t'es obligé, il y aura un 5e. Tu sais, avec Baba, quand Baba du podcast Au bord du ring était venu, on s'écrivait dans la semaine. Je dis, moi j'ai regardé les interviews d'Adesanya, notamment chez Ariel Eulwani. Il reste 1 heure avec lui en studio. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que Poatan est un peu dans la tête d'Adesanya quand même. Il me fait, attends, je sais pas, je vais regarder. Et on a regardé. Et c'est vrai que tu sentais qu'il y avait un truc qui était un peu bizarre, tu vois, de l'ordre de. Je vais lui arracher la tête. Oui, bien sûr. Je vais lui arracher la tête. Sauf que d'habitude, il dit toujours ça. Quand il affrontait Cannonière, il disait je vais lui arracher la tête, etc. Mais que là, tu sentais qu'il y avait un truc très sombre. Oui, qu'il y avait un très, truc. très Et sombre. d'ailleurs, dans le Media Day, il dit il y a une énergie sombre autour de ce combat. Donc 3-4 jours avant le combat, il dit il y a une énergie sombre. Et ça lui va résume pas. tout ce que tu avais dit. Et ça va pas du tout à Adesanya, je suis d'accord. Adesanya, je pense que l'énergie, tu sens que l'énergie dans laquelle il est le mieux, c'est quand c'est un peu fun et que quand il y a du trash talk, que c'est chaud, mais que ça reste un peu guignolesque. Tu te rappelles l'avant-combat contre Paolo Costa où il y avait une très forte animosité entre les deux. Paolo Costa lui sort une ceinture blanche de jiu-jitsu brésilien. Il y avait l'entraîneur Eric Albarracin là, de Paolo Costa qui s'insultait avec Adesanya, mais ça restait quand même un peu rigolo. Là, tu sentais vraiment que c'était tuer ou être tué. Ouais, totalement. Dans la semaine, on avait vu aussi Pereira qui avait dit tout le monde pense que ça va être un combat de kickboxing. Et à votre avis, qui va avoir l'avantage? Celui qui a continué le kickboxing après nos combats et qui est devenu champion au Glory, donc sous-entendu lui, ou Israël Adesanya qui est parti en MMA. Toi, comment t'as trouvé globalement toutes les phases de striking? Tu trouves que Pereira a été supérieur comme il l'annançait avant? Non, parce que Pereira a été... non, Adesanya a été non, largement on est d'accord. Ouais. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué. Ce serait bien d'avoir l'avis de nos amis d'Au bord du ring, mais j'ai l'impression que Poatan, sur ce combat, on a senti que parfois il croyait qu'il combattait avec des gros gants. Notamment sur le dernier échange à la fin du premier round, il défend comme s'il avait des gros gants. Mais la défense, de Pereira, elle est quand même. Ouais, sa défense était moyenne parce que parfois t'as l'impression que quand il est mis en difficulté, qu'est-ce que tu fais en kick quand t'es un peu mis en difficulté? Tu montes ta garde et parce que t'as des gros gants, ça te fait une sorte de bouclier. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours un petit coup qui peut passer quand t'as des petits gants. Donc j'ai senti que cette adaptation-là avait pas forcément été bien faite. Et puis non, je suis pas d'accord parce que même si ça dure pas longtemps, sur les phases de grappling, tu sens que quand même c'est une poule face à un couteau, quoi. C'est une poule face à un couteau. Adesanya a mal géré le truc, mais je pense qu'il peut lui prendre le dos et essayer d'attaquer sur l'étranglement arrière. Mais non, par contre, j'ai été surpris sur son amené au sol. Le travail avec Glover Teixeira paye. Ouais, quand même. Et puis, il y a une autre chose dont on va forcément parler, parce que toi, c'est le genre de truc, les violons t'aiment ça. C'est le coin. J'ai trouvé son coin brillant. Parce que t'en as pensé, les conseils de son coin avant le dernier round notamment. Et on sait qu'on est sensible à ce genre de choses. Ouais, on est sensible à ce genre de choses, mais t'es sensible à ce genre de choses. Moi, je m'en fous un peu. J'essayais de te mettre dedans. non. Mais pour moi, c'est souvent de l'esbrouf. Mais là, pour le coup, en fait, ça répond à ta question sur qui était le super techniquement. Moi, je pense qu'Adesanya était super techniquement, mais qu'à la fin du 4, à l'interround entre le 4e et le 5e, quand le coin de Pereira lui dit maintenant tu vas être un champion du monde, etc., donne tout, ça a réveillé en lui le truc qui est sa qualité principale, c'est que s'il avance en mode destruction, il a dans ses mains la possibilité de finir n'importe qui. N'importe qui, n'importe quand, clairement. Même s'il est moins fort techniquement sur beaucoup d'autres phases, c'est évident. Techniquement, l'écart était abyssal entre les deux.
Oui, oui, non, mais il n'y a pas photo. Adesanya est bien meilleur en pied-point. Autre question, autre thème que je voulais aborder, est-ce qu'il se fatigue trop, Israël Adesanya, notamment les phases de clinch, les phases de grappling? Alors, le grappling, on en a parlé là, mais c'était même nécessaire un peu dans le game plan, je trouve. Et il a bien montré sa supériorité, donc il n'a pas eu tort d'y aller. Mais est-ce qu'il se fatigue trop? Notamment j'en parle pour le 5e round, on revient à ce côté, je me fais cadrer contre la cage. J'ai l'impression qu'il a plus les jambes pour aller faire ce que moi je pense qu'il aurait dû faire à ce moment-là, c'est-à-dire aller mettre la pression à Poatan. On sait que Poatan, je suis pas spécialiste de kick, tu sais, mais je sais qu'il défend mal sur le pied arrière. Que quand il est mis sous pression, Poatan, il défend mal en reculant. Voilà, exactement. Il défend mal quand il recule. Je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire pour aller assurer sa victoire, mais qu'il a peut-être plus les jambes parce qu'il s'est fatigué avant sur toutes ces phases. Qui fatigue aussi Pereira, on est d'accord, hein. Mais que Israël s'est fatigué. Tu le vois comment, toi, cette analyse-là? Non, moi je pense que il a déjà montré à plusieurs reprises qu'il avait un cardio qui était à toute épreuve. Mais je pense simplement que c'est Pereira, encore une fois, qui a annihilé ses déplacements avec ses kicks. On en revient sur les jambes. C'est pas de la fatigue, c'est juste les low kicks. On en revient sur les jambes. Bah, bien sûr, c'est juste les low kicks. Et puis, excusez-moi, il y a quand même une chose qui m'a frappé sur les phases de grappling, c'est que c'était pas des phases qui étaient très énergivores, tu vois, par rapport à ta question. Ça n'a pas duré non plus longtemps. Non, c'était pas un combat avec des scrambles énormes. Au troisième un peu, ça dure un peu au troisième. Non. Ça a fatigué Pereira, c'était le bon choix parce que tu sens que Pereira, c'est pour ça que je disais que c'était un bon choix. Mais Adesanya était frais, tu sentais qu'Adesanya ressortait frais. C'est juste qu'à un moment, l'accumulation de coups sur sa jambe a fait qu'il avait plus de déplacement et que ça s'est passé, qu'il s'est retrouvé bloqué contre la cage. Mais encore une fois, chapeau à Pereira. Et j'aimerais bien que par rapport à ce qu'on vient de dire sur la supériorité technique d'Adesanya, il faut rien enlever à Pereira. On en avait parlé lors de l'épisode précédent. C'est pas parce que tu perds la majorité d'un combat mais que tu gagnes par KO que c'est de la chance. C'est pas un lucky punch en effet. Non, ça a été un travaillé pour préparer ça. Ouais, je suis d'accord. Faut rien enlever à Pereira. On est d'accord bien sûr là-dessus. Autre thème qui m'a pas intrigué mais intéressé sur ce combat, c'est le côté Adesanya. Et là je vais citer notre ami Samir de Octogone. Dans leur débrief d'hier, j'ai été assez sensible à ce qu'il a dit là-dessus parce que j'étais d'accord. Le côté courant alternatif d'Adesanya. Un round bon, un round moins bon, un round bon, un round moins bon. Comment tu l'as trouvé ça? Notamment sur le premier, moi je trouve qu'il gère absolument parfaitement, notamment la distance. Il switch beaucoup, il passe de garde en garde. Il change ses niveaux. Je trouve qu'il est très intelligent sur le premier et qu'il perd ça dès le deuxième round. Dès le deuxième round, t'as plus ces maintiens de l'adversaire à distance, plus assez de middle kick, je sais pas. Ou alors c'est Pereira. Comment toi t'analyses ça? Moi je trouvais que un côté, cette expression qu'a dit Samir, à savoir courant alternatif, elle me parlait bien quand il l'a dit. Mais peut-être que c'est plus Pereira en fait qu'il sort de son jeu à des moments. Qu'est-ce que t'en penses? On va éviter de trop faire de jus de crâne. Mais je pense que au deuxième round, notamment, c'est là où ça m'a frappé parce que tu sors d'un premier round où tu es sur le point de mettre KO le gars. Ouais, total. Il va arriver, il va le sauter dessus, il va finir le boulot. Surtout qu'il y a peut-être un petit coup après la cloche. Il y a totalement un coup après la cloche. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué et ce qu'il faut souligner, c'est la capacité d'adaptation de Pereira sur les feintes. On sait que le jeu d'Adesanya en striking, il est beaucoup basé sur les feintes et sur la manière dont ses adversaires vont mordre sur les feintes. Et au second round, Pereira a commencé à ajuster sa lecture et mordait beaucoup moins sur les feintes d'Adesanya, notamment sur les feintes du côté droit, où à chaque fois au premier round il se faisait un petit peu prendre. Ouais. Là t'as l'impression qu'il a compris le truc et que du coup Adesanya remet du temps à calculer, il s'adapte à faire le truc, à mettre à jour le logiciel dans l'ordinateur. Je pense simplement que c'est qu'en face de lui il a eu un striker de haut niveau qui a été capable de lire son jeu, qui est un jeu compliqué à lire, et que la baisse de régime, c'est ça. Et après, quand tu regardes les autres moments saillants du combat, c'est parce que, pour Adesanya, c'est parce que Pereira commence à se fatiguer, c'est parce qu'Adesanya a l'intelligence de sortir le grappling pour taxer le cardio de Pereira, et c'est là où il recommence à redérouler son jeu. Mais je pense que c'est simplement dû à la qualité de l'adversaire en face. Et je pense que pour une fois, Adesanya est rentré dans la cage en disant « je vais tout envoyer et je vais arrêter de calculer », mais qu'en face de lui, il a eu un mec qui a été capable de le faire déjouer. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Pereira parce que c'est pas parce qu'il est inférieur techniquement à Adesanya, nous ne nous trompons pas, hein. Tu le mets face à n'importe quel autre de la catégorie, il est au-dessus de 3 paires d'épaules et de 3 paires de têtes, 3 paires d'épaules et de 3 têtes par rapport à n'importe quel autre striker de la division. Ils sont dans un monde à part en termes de striking. Je suis d'accord. Il y a peut-être Whittaker qui leur colle un petit peu au train. C'est une planète d'écart. Et en tout cas, tu le disais, tu le répétais, on a souvent critiqué, Israël Adesanya a été critiqué sur ses dernières performances. J'ai l'impression qu'il est moins critiqué là dans la défaite qu'il a été dans ses victoires précédentes, tu vois. Pour ce qu'il a montré dans la cage, il y a moins de... On sentait qu'il y allait à fond, qu'il avait du cœur, tu vois. Il a failli le terminer à la fin du premier, on le répète. T'as l'impression qu'il est moins critiqué pour sa défaite qu'il l'était dans ses victoires. La manière dont
dont il a accepté la défaite aussi joue beaucoup. Après, je pense qu'il y a aussi une chose qui est une réaction humaine un petit peu bébête, c'est que quand tu as un champion très dominant, comme Adesanya, Oui, tu finis toujours par souhaiter un petit toujours, peu sa toujours, défaite. tu finis par en avoir marre. Donc les gens sont limite un petit peu contents parce que c'est vrai que C'est la on va totale pas se nature mentir. humaine, ça. Si on n'est pas fan d'Adesanya, si on regarde très objectivement le produit, tu vois, on va se mettre dans la tête de Laurent Salvonon ou d'un directeur de médias de l'UFC, du directeur d'ESPN. Tu dis, bon, le mec, il fait que gagner, il défend tout le temps sa ceinture, il s'est tapé quasiment 2 fois chaque membre du top 5, c'est un petit peu pénible, c'est Ouais. dur avant Bien sûr que l'histoire. c'est dur avant. Il aurait battu Pereira, certes, il y a Ramzat Chimaev qui peut toujours monter, mais tu dis, il va pas réaffronter On en avait parlé, ça devenait compliqué. Vettori. Ouais. Surtout avec des prestations un petit peu pénibles à voir. Mm. Là, si t'es un mec assez qui est neutre et qui a pas d'intérêt, tu te dis bon, ok, il y a du nouveau dans la division. Il y a un mec qui a testé Adesanya et qui a fait sortir d'Adesanya le côté un petit peu agressif qu'on cherchait depuis longtemps, depuis le dernier combat contre Paulo Costa. Ça remet un petit peu un regain d'intérêt dans une division qui semblait être un petit peu morte. En tout cas, cette conclusion de combat et cette victoire de Pereira, en effet, elle rebat les cartes dans cette division des moyens. 2-3 réflexions avant de passer aux autres combats de la carte, enfin surtout à celui qui nous a le plus intéressé et dont on a parlé la semaine dernière aussi. What's next? Un tweet qu'on avait vu passer, mais que je t'ai répété en off avant le début du combat, mais que j'adore pour ceux qui aiment la boxe, ils comprendront, qui disait que ces 3 combats Pereira-Adesanya, c'est comme si Shannon Briggs avait éclaté Klitschko 3 fois. Ça résume. Si vous connaissez bien la boxe, vous comprendrez ce qu'on veut dire par là. Niveau timing, merci, petit big up à Dana White, qui en conférence de presse dit on réfléchit vraiment beaucoup en ce moment à faire un événement en Afrique, notamment au Nigeria. Bien joué sur le timing quand même, puisque tu as perdu tes 2 champions nigérians, à savoir Kamaru Usman et Israel Adesanya, qui sont plus champions. Donc peut-être qu'ils récupéreront leur ceinture d'ici quelques mois, mais c'est le timing à la Papa White quand même. Mais non, parce qu'il a aussi dit C'est dans un petit clin d'œil pour me moquer. tu te moques pour rien. Il faut se moquer de Dana White quand il y a des raisons. Et il y en a plein. Mais là, en fait, il a aussi dit qu'il envisageait le rematch entre Adesanya et Pereira. Donc imagine le rematch. Moi, je l'avais pas entendu ça. Si, il Je l'a dit. pensais qu'il parlait d'un event comme ça, qu'il envisageait pas le rematch là-bas. Il a tout, envisagé le rematch. Il a pas fait le lien, mais il a dit aussi dans la même conférence de presse qu'il envisageait le rematch. On est d'accord qu'il a pas fait le lien par contre. Non. Oui. Ok. Mais pour moi, ça veut simplement dire que Adesanya Pereira 2 en MMA ou 4 globalement. À la gosse. Ah bah là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On en vient avec cette dernière question sur ça. C'est quoi la suite? On donne la revanche quoi qu'il arrive. Dana White dit qu'il peut l'avoir par le respect pour tout ce qu'a fait Adesanya, bien sûr, qu'il mérite d'avoir une revanche. Il semblait pas non plus super chaud, mais en tout cas, il ouvre la porte parce que voilà, ça mérite. Adesanya dit off course, bien sûr que je veux ma revanche. Il n'y a pas d'autre chose à faire, non? On est d'accord? Moi, je suis pas super chaud en général pour les revanches matchs immédiats. Ouais. Sauf dans le cas d'un Ousmane Edwards où t'as un mec qui gagne 99% du combat, mais de manière vraiment nette, où c'est un head kick, comme pour Leon Edwards. Mais le truc, c'est que tu veux le donner à qui? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je veux bien qu'on le donne à Bobby Knuckles, à Whittaker. C'est bien, ça serait bien, mais Adesanya l'a battu 2 fois. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Adesanya a tellement nettoyé la division avant Il y en a un que ça n'a aucun sens. Il y en a un qui dit qu'il était chaud déjà. Oui. C'est Ramzat Chimaev. Mais bon, Et Ramzat, alors là, le match-up horrible pour Pereira. Chimaev contre Pereira, bonne chance Pereira, franchement, parce qu'il va laver au sol. Ramzat est un match-up pénible, imbattable, cauchemardesque pour toute la division des 185 pounds. On est d'accord. Mais là, pour le champion, pour le nouveau J'ai champion... même allé plus loin. Je pense que de 170 pounds à 205 pounds, c'est un match-up horrible pour tout le top 5. Et c'est provoque de dire que Pereira, c'est peut-être le champion le plus battable, un des champions les plus battables, entre guillemets, qu'on ait jamais eu dans l'histoire de l'UFC. Si je te fais le top des moyens, là, Whittaker, Marvin Vettori, Paulo Costa, Derek Brunson, est-ce qu'il passe tout le monde là? Loin de là, non? Il passe tout le monde, sauf... je pense qu'il passe tout le monde, sauf peut-être Robert Whittaker. Parce qu'on a vu que la classe d'écart entre Whittaker et Adesanya n'était pas si grande que ça. Je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui passent pas, mais bon, ça se verrait. Brunson, regarde ce qu'Adesanya lui a fait. Brunson, quand il est face à des bons strikers qui sont capables de se déplacer, il a du mal à faire parler sa lutte et il est très susceptible de se prendre des contres, notamment sur les coups de genoux comme Adesanya lui a mis. Et quand je disais un des champions les plus battables, c'est que c'est par exemple, pour moi, c'est pas une folie. Mais les plus battables de quoi? De l'histoire des middle, du roster? Du roster complet. Tu vas peut-être halluciner, mais pour moi, c'est pas une dinguerie de se dire que ce gars-là est peut-être battable par Bonical, le grand lutteur là, universitaire qui vient d'arriver à l'UFC, qui est passé par les Contender Series, qui n'a pas encore fait son premier gros combat en main card. Il est battable par Bonical. Si Bonical l'amène au sol, ça donne quoi? Toi, t'aimes bien les contes de fées, toi. Non, mais ça donne quoi si Bonical l'amène au sol, mec? Qui l'amène au sol déjà.
On verra. Je te dis pas que c'est gagné, mais c'est possible. Alors que c'est une dinguerie de se dire qu'un champion est battable par un mec qui a même pas fait son premier Ouais. combat encore. Bon, Ça je arrive sais pas souvent En quand tout même. cas, moi je te dis, Shimaev les bat tous, mais je pense que la revanche sera entre Adesanya et Pereira. Je pense aussi. On passe aux autres combats de la carte. À l'autre qui nous intéressait surtout, le main event du peuple, comme ils l'ont appelé, Michael Chandler contre Dustin Poirier. Bon bah on a eu ce qu'on attendait, Joe. On attendait une bonne guerre comme on les aime, comme Chandler avait fait contre Gaethje un an avant au Madison Square Garden déjà. On a eu ce avait envie, ce dont on avait envie. Ouais. Victoire de Dustin Poirier au 3e round, rear naked choke, étranglement arrière pour Dustin. Chandler qui donne tout dans le premier round. Là, il envoie tout ce qu'il peut à fond, des grandes mandales qui vont pouvoir toucher. En conférence de presse, je te le disais en off aussi, Dana White, il a comparé Chandler à Arturo Gatti, le boxeur. On refait des nouvelles comparaisons boxe qui donnent toujours fun à regarder, toujours à fond dans ses combats. Et puis bah, petit à petit, Poirier reprend un peu l'avantage, je trouve, sur le premier round. Il installe sa boxe un peu plus intelligente. Par contre, au deuxième, Chandler met un peu de la lutte. Il va mettre la lutte en action. Il emmène Poirier au sol et il prend pour moi largement ce deuxième round. Et puis dans le troisième, il fait quelques erreurs notamment. Il se fait prendre le dos et puis ça finit en étranglement arrière pour Poirier. Mérité pour Dustin, Joe? Oui, c'était le combattant supérieur qui l'a emporté. On l'a vu, et tu mets en miroir les deux actions où chacun est dans le dos de l'autre. D'un autre côté, t'en as un, Chandler, qui est incapable de placer ses crochets, de sécuriser la prise du haut du corps et qui est incapable du coup de finir. Et de l'autre, t'as Poirier qui est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Alors, vraie ceinture noire ou pas, ça peut se discuter, mais qui tout de suite est dans le dos, met le triangle de corps et puis attaque intelligemment l'étranglement arrière et finit par faire taper Chandler. Après, le parallèle entre Gaethje Chandler et Poirier Chandler, pour moi, il n'a pas lieu d'être parce que, je le rappelle, il y a une espèce de mystique autour de Gaethje Chandler. C'est pas une guerre, c'est 20 secondes de guerre. 20 secondes de guerre. Sur 3 rounds où Gaethje marche sur Chandler. Ouais, t'as raison. Où Chandler fait des clowneries qui laissent penser que c'est serré, mais où c'est pas serré. Là, c'est l'attitude de Chandler qui fait qu'il y a cette mystique. Oui. T'as raison. Alors que c'est un combat qui a été juste dans un sens à part pendant 20 secondes. Ouais. Mais là, j'ai été surpris de voir à quel point le combat pouvait être serré entre les deux. Ouais, il était parce beau, que hein. même s'il gère mal la phase de sol, Chandler, et qu'il peut se mordre les doigts, j'ai trouvé que debout, il avait réussi à mettre Poirier en difficulté, que Poirier avait eu du mal à encaisser parfois la puissance et l'explosivité de Michael Chandler. Ouais. Alors maintenant, Poirier qui demande un title shot juste après ce combat-là, j'ai un peu du mal à y croire. Si Michael Chandler prend ton dos aussi facilement, qu'est-ce que va te faire Islam Makhachev? On est d'accord. Voilà, moi, écoute, Chandler, qu'on rappelle, qui a toujours buté contre Khabib, puis contre Charles Oliveira, qui a toujours buté sur la dernière marche. Il était numéro 2 du classement des challengers avant ce combat. Il va pas forcément progresser puisque Chandler était numéro 5. Il y aura toujours Oliveira devant lui. Qu'est-ce qui fait sens? Puisque on sait, ça a été officialisé ce week-end aussi, Islam Makhachev sera contre Alexander Volkanovski en l'UFC 284 en février en Australie. Hein. Je crois qu'on va faire quelque chose là-dessus parce que c'est quand même un combat dingue. Hein, pour le coup, c'est en 3 mois et 20 jours, on aura eu Makhachev Oliveira et Makhachev Volkanovski. C'est quand même un peu ouf. Donc qu'est-ce qu'on fait de Poirier? Poirier et Dariush. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, il y a 3 possibilités. Dariush, ou alors tu le redonnes à Oliveira dans un combat de contenders pour voir qui aura le prochain title shot. Ça marche aussi. Ou alors tu le redonnes à Justin Gaethje. On refait cette guerre d'il y a quelques années. Je pense que Beneil Dariush a mérité d'affronter un gros nom. Hein. C'est quelqu'un qui est sur une série impressionnante de victoires. Il a besoin d'avoir sa victoire très signature, même si contre Gamrot c'était déjà pas mal. Écoute, tu prends tout ce beau monde, tu fais la revanche Gaethje Oliveira, tu fais Gaethje Oliveira, Poirier Dariush, tu mets tout ça à perf sur la même carte que Makhachev Volkanovski si jamais il y a un problème de peau, un problème de cutting ou un problème de blessure. Ça peut être ça. Poirier peut être le remplaçant pour Makhachev Volkanovski. Hein. C'est une très belle carte. Après, pour moi, Poirier, je sais pas s'il a encore en lui de vraiment être compétitif dans un combat pour le titre face à un très gros grappleur. Je pense même que tu fais Poirier Volkanovski, ça peut être très compliqué pour Dustin. Mais maintenant, voilà. Après, j'ai une petite réflexion comme ça à part. Pour moi, ce genre de combat, c'est marrant, mais ça m'excite plus autant qu'avant. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est des bagarres, mais c'est pas. Le sport a tellement évolué, le sport est devenu tellement pointu techniquement que quand je vois ça, ça me décroche toujours un petit sourire un peu malsain, tu sais, de voir les mecs saigner, puis c'est le sang de voir Chandler se moucher du sang sur Poirier qui boit le sang presque de Chandler à un moment. Mais en fait, je me dis, c'est pas forcément bon pour le sport en fait. Non, ce genre de combat, c'est pas forcément bon pour le sport parce que techniquement, certes, c'était une bagarre, mais c'était pas du très haut niveau comme on a pu le voir dans le main event. Ouais. Ça a un côté un peu clownesque que l'UFC
à essayer un petit peu d'effacer. Je sais pas si c'est très très bien. Non, mais je sais pas, combat. je suis un peu d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est parce on vieillit, donc on est un Non. peu plus des vieux Et cons. la ou- conclusion, C'est moi, je suis moins sensible à ça maintenant. Ça va plus Ouais. me faire triper un gros combat technique, ou même, tu as raison, le main event, de voir ces deux techniques de kick, tu vois, ça m'a plus fait triper que ça. et tu vois, par exemple, Clairement. Chandler, c'est un champion d'un ancien temps. C'est le mec qui, à plus de 10 ans, faisait ses guerres contre Eddie Alvarez, où c'était des bains de sang aussi. À cette époque-là, à cette époque où le MMA était encore un sport un petit peu underground, c'était c'était une bonne figure de proue. Mais là, quand je vois ça, je me dis, ouais, bah, le sport a quand même vachement évolué. Chandler est là parce que c'est l'American Dream personnifié, qui parle bien, qui vend bien. Mais je pense que c'est un combattant d'un autre temps. Non, mais Et- par contre, tu as toujours une partie du public qui aime ce genre de guerre, entre guillemets, c'est sûr. Donc Chandler, c'est une garantie, en fait, pour lui. Ouais, mais- Tu sais que quand tu le mets contre n'importe qui, il va La guerre, avancer la guerre. comme un dératé au Tu premier sais, round. je re-regardais il y a pas longtemps. Tu sais, c'est un chèque à la Ouais. banque pour l'UFC. Ils Mais- sont sûrs du truc, quoi. Moi, il y a pas si longtemps, je re-regardais Condit Lawler. Tu te rappelles de Condit Lawler? C'était une guerre aussi. C'était technique, quoi. Il y Ouais, avait un ouais, niveau bien technique dans la cage qui était impressionnant, et les deux se faisaient mal parce que techniquement, ils étaient hyper propres. C'était pas ce côté brawl, bagarre de bar que Chandler personnifie. Ouais. C'est pas forcément de la faute de Poirier. Par exemple, tu regardes Poirier-Hooker, c'était une guerre aussi, il y avait plein de sang, mais c'était un combat ultra technique. Et quand je vois ce combat-là avec un mec qui est incapable de se positionner alors qu'il est dans le dos de son adversaire, qu'on voit des gros crochets larges, moi, ça me ramène en fait quelques années en arrière. Je trouve que le sport a trop évolué pour qu'on mérite ça. Et pour finir, moi je pense qu'il y a une seule solution pour Michael Chandler, tu lui donnes Conor McGregor dans 6 mois, quand il sera revenu, qu'il sera passé par les tests USADA, tu fais ça en welter à 170 et roule ma Tu poule, sais que et roule ma poule, ça vend et ça fait du spectacle. On a du mal à croire au retour de McGregor au plus haut niveau. Mais je pense sincèrement qu'il oblitère Michael Chandler. Oui, ah oui, je Parce pense. que Conor, Ah oui, c'est, non, si tu veux. Conor, Si ça passe les 30 premières secondes une nouvelle fois, comme Conor- d'hab avec Chandler. Conor, c'est un combattant moderne. Ça a été peut-être un des premiers combattants modernes, tu sais, qui avait une approche moderne du sport, qui n'était pas dans la force brute, pas dans la confrontation, Non, mais non. dans le fait, je vais prendre le moins de dommages, être précis, etc. Et je pense que ça, c'est le style qui peut totalement mettre Chandler dans la panade. Ça dépend tellement de quel Conor t'as. Vraiment, hein, ça dépend. Même dépend le de- Conor qui est arrivé à moitié bourré face à Rabib, je pense que ça peut être très compliqué pour Michael Chandler. On verra bien, mais moi je pense que ça fait beaucoup de sens si t'es l'UFC de faire ça. Un petit mot rapide sur le co-main event, on l'a zappé entre guillemets, mais on avait dit la semaine dernière que c'est pas forcément le combat qui nous intéressait le plus. Carla Esparza, la championne des pailles, à lui côté féminin, qui remettait sa ceinture en jeu contre Weili Zhang, la chinoise, l'ancienne championne. Et ben ça a été une démonstration Ouais. comme on l'attendait. Weili Zhang supérieure en tout et même en lutte, alors que voilà, on donnait le seul avantage qu'on donnait à Esparza, c'est sur la lutte, et ben même dans les phases de Elle lutte. l'a fini, quoi. Weili t'imagines Zhang qui a fait beaucoup de travail avec Henri Cerudo dernièrement, et ben elle l'a martyrisé même là-dessus. Aucune photo, il n'y avait pas de suspense. Victoire au deuxième round par étranglement de Weili Zhang. Qu'est-ce qu'on fait après? On lui redonne Rose, contre qui elle a déjà perdu 2 fois, mais il y a un documentaire qui est sorti sur Rose sur l'UFC Fight Pass, donc la chaîne de streaming de l'UFC, où elle reparle de ses problèmes même d'agression sexuelle dans le passé, tout ça. Rose, tu sens que dans la tête, elle n'est pas au meilleur. On sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes psychologiques dans le passé. Je suis pas sûr qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit en ce moment. Je suis pas sûr que ce soit le chose à faire. Je pense que Weili Zhang, tu lui donnes un mandat Lemos. Elle qui a gagné la une Brésil. victoire, non, Rose, là? Non, c'était son dernier combat, c'est contre Carla Esparza. Ah oui, Rose. c'est vrai. Elle n'a pas recombattu depuis. Non, elle n'a ouais. pas recombattu depuis. Je pense que à Weili, tu lui donnes un mandat Lemos, la brésilienne, Oui, bah, ça fait sens. qui a gagné la semaine dernière, qui est numéro 3 du classement. Et puis on verra après pour le retour de Rose. Mais c'est une ceinture où c'est une caté où elles se prennent toute la ceinture. Ça Ouais, reprend, ça repère, ça Tu peux pas donner le combat pour le titre Et à Rose. d'autant que Johanna est à la retraite maintenant, hein. Johanna Jedrzejczyk, j'ai tenté de le prononcer, je me suis foiré une nouvelle fois, mais elle est à la Jedrzejczyk. retraite maintenant officiellement, donc voilà, Tu peux pas le donner à Rose parce qu'elle sort d'une défaite. Non, c'est Même si compliqué. l'histoire, la Donc revanche. oui, non. Amanda Lemos, ce sera sans doute plus compétitif que contre Carla Esparza. Carla Esparza, on n'est pas loin que ce soit la pire championne de l'histoire de l'UFC, toutes catés confondues, hein, hommes et femmes confondus. Pourquoi Elle prend la première ceinture contre une Rose Namajunas qui a 21 ans, qui est à la rue, qui comprend pas ce qui lui arrive niveau pression dans ce premier combat, puis elle se fait laminer par Johanna à la première défense. Là, elle reprend la ceinture après un non-combat de Rose pendant 25 minutes quand elle lui prend, souviens-toi de ce dernier combat de Rose justement, et elle se fait laminer derrière par Weili Zhang. C'est vraiment pas la championne la d'accord. plus, Ah, moi, je suis pas belle d'accord. de l'histoire, hein. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est juste le style.
tu vois, un peu à fond sur la lutte, qui est un petit peu pas très télégénique. Mais je pense qu'au contraire, elle est extrêmement méritante. Ah, mais tu t'es fait laver 2 fois, C'est-à-dire, là, à chaque pourquoi fois dans ta défense. Elle est extrêmement méritante parce qu'elle n'a perdu au final quasiment que contre l'élite de la Ouais, division. je vois ce que tu veux Contre dire. Weili, contre Johanna. Mais les 2 fois que tu as gagné la ceinture, c'est quand même 2 fois un peu chelou. Et les 2 fois où tu la défends, tu te fais laver. J'ai des pas deux envie d'être côtés. dur avec elle parce elle a une longévité qui est quand même assez impressionnante. Et puis, je le répète, elle perd contre des monstres. Pourquoi Johanna, à cette époque-là, les gens Ah bah non, mais oublient Johanna, qui bien sûr, c'était. bien sûr, Parce qu'après, Johanna. elle s'est perdue avec les réseaux sociaux et tout. Mais Johanna, à cette époque-là, c'était une tueuse à gages. Ah, bien une sûr, tueuse à bien gages. sûr. En tout cas, c'était un super event dans la carte principale. Il y a eu que des finishes. T'as un nouveau combattant préféré, je crois, Puelles. Parce que son intelligence de combat est proche du néant. Mais cette abnégation qui a causé sa perte, mais cette abnégation à la limite de l'obsession pour finir le combat par clé de jambe, je suis un peu reconnu là-dedans. Et puis Toutes ces tentatives d'Imanari roll un peu ridicules et tout, j'ai l'impression de me voir moi. Et c'était le dernier combat aussi de Frankie Edgar qui a fini On est sur obligé une d'en défaite. parler. Non, mais voilà, hommage à Frankie Edgar pour tout ce qu'il a fait dans sa ça carrière. mériterait en un coup de MMA, gueule en d'un quart UFC. d'heure. Un jour, quand on aura le Ouais. temps, on le fera sans doute. Pourquoi ils lui ont donné son dernier combat contre un mec comme ça quoi? Ouais, je suis d'accord. Pour les derniers combats, il faut que tu fasses du match-up plus intelligent, ça c'est évident. On vous l'a dit, Marachev, Volkanovski officialisé pour février avec Josh Emmett, Yair Rodriguez pour la ceinture intérimaire des On va films essayer de faire sur un le truc même sympa. event. Ça va être sympa, on va Mais en on va parler. essayer de faire un truc Bien sympa sûr pour d'ici ce là. Et rest in peace, hommage à Anthony Rumble Johnson, l'ancien challenger du titre des mi-lourds de l'UFC qui est mort à 38 ans ce week-end d'un lymphome qui attaquait son système immunitaire. Donc voilà, hommage à ce combattant qui nous a quitté bien trop tôt à 38 ans. C'est quand même triste de voir ça. Donc voilà, RIP Anthony Rumble Johnson. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro du RMC Fighter Club. On est là toutes les semaines avec vous pour vous parler boxe et MMA. Merci Joe pour ce débrief. Merci Alex. Et à la semaine prochaine pour un Ciao. nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.